Et si, en l'espace d'une poignée d'heures, la technologie pouvait balayer des décennies d'efforts, des années de fortification et d'astuces tactiques? Imaginez un instant Pokrovsk, cette ville-forteresse ukrainienne devenue le symbole d'une résistance moderne, hérissée de réseaux de tranchées, de bunkers, de tunnels souterrains et de champs de mines. Pour beaucoup d'observateurs, elle incarnait l'imprenable, la citadelle ultime, verrouillée derrière des kilomètres d'obstacles, fruit d'un génie militaire contemporain et de la volonté farouche d'un peuple en guerre. Pourtant, tout a basculé en quelques jours. Une offensive russe fulgurante, inattendue, a transpercé cette carapace comme une lame dans du verre, prenant au dépourvu aussi bien les défenseurs que les analystes internationaux. Quelque chose de radicalement inédit s'est joué ici. Une guerre où l'innovation technologique supplante la force brute, où la rapidité et l'intégration des moyens l'emportent sur la patience et la masse. Ce qui s'est passé à Pokrovsk n'est pas une simple victoire tactique. C'est un changement de paradigme, un avertissement lancé au monde entier. Ignorer ces méthodes inédites, c'est risquer d'être dépassé par des conflits qui évoluent à une vitesse vertigineuse. L'innovation militaire peut, en un instant, renverser l'équilibre d'une guerre et redéfinir les règles du champ de bataille. Cette leçon n'est pas nouvelle dans l'histoire. Déjà lors de la Seconde Guerre mondiale, l'introduction des tactiques de Blitzkrieg avait pris de court les défenseurs français, pourtant retranchés derrière la ligne Maginot. Mais à Pokrovsk, la rupture est technologique, invisible, presque abstraite. Mais que s'est-il vraiment passé sur le terrain? Pour comprendre comment le front du Donbass a vacillé, il faut remonter à l'automne de l'année 2025 et analyser les choix tactiques qui ont bouleversé la donne. Revenons sur les étapes cruciales de cette opération et sur les décisions qui ont fait basculer l'histoire. Pour retracer ce bouleversement, plongeons dans les coulisses de l'opération russe et découvrons comment chaque décision, chaque innovation, chaque coordination a contribué à cette percée inattendue. Pourquoi Pokrovsk était-elle considérée comme la clé du Donbass? Pour le comprendre, il faut plonger dans son dispositif défensif, cauchemar absolu pour tout état-major ennemi, et dans son importance stratégique. Historiquement, la ville de Pokrovsk, anciennement appelée Krasnoarmeïsk, avait toujours été un nœud ferroviaire et routier central pour l'est de l'Ukraine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut déjà disputée avec acharnement, preuve que la géographie impose sa loi à travers les âges. Pokrovsk, ce n'était pas seulement une ville. C'était une plaque tournante logistique, tissée d'un réseau serré de tranchées, de tunnels et de galeries creusées sous les ruines et les collines avoisinantes. Ce vaste labyrinthe, invisible depuis la surface, permettait de faire circuler hommes et matériels sans s'exposer aux tirs directs, assurant une liaison permanente entre les différentes lignes de défense. Un peu comme les tunnels vietnamiens de Cu Chi durant la guerre du Vietnam, ce système offrait une résilience et une mobilité exceptionnelles aux défenseurs. En surface, la forteresse reposait sur une saturation méthodique de mines et d'obstacles explosifs. Les champs de mines couvraient tremblement des kilomètres entiers, interdisant toute avancée rapide des blindés ou de l'infanterie mécanisée. Des systèmes de barbelés, de hérissons tchèques et de pièges anti-chars complétaient ce dispositif, multipliant les couches de défense. La densité des unités ukrainiennes était inédite depuis le début de la guerre. Chaque secteur était farouchement tenu, chaque tranchée défendue avec acharnement. On retrouvait ici une intensité similaire à celle du front de Verdun ou de la bataille de Stalingrad, où chaque mètre carré devenait un enjeu vital. Ce système n'avait rien d'improvisé. La défense de Pokrovsk avait été conçue pour stopper net toute attaque frontale. Les commandants ukrainiens misaient sur la profondeur de leur dispositif pour épuiser l'envahisseur, convaincus que personne n'oserait s'y attaquer de face sans subir des pertes insupportables. On retrouve ici la logique des lignes de défense successives utilisées pendant la Première Guerre mondiale, où l'ennemi était saigné à blanc dans une succession de positions fortifiées. Mais Pokrovsk dépassait la simple valeur militaire. Tenir cette position, c'était envoyer un signal politique et moral puissant, démontrer à la nation et au reste du monde que la défense du Donbass ne fléchissait pas, que l'armée ukrainienne pouvait encore tenir tête à la machine russe. À chaque visite présidentielle, à chaque reportage international, Pokrovsk apparaissait comme le rempart de la démocratie ukrainienne face à l'agression. Malgré la pression incessante de l'artillerie russe, la logistique ukrainienne résistait. Les convois de munitions et les renforts parvenaient en toujours à franchir routes et tunnels, maintenant la garnison sous perfusion, préservant la capacité de résistance même sous le feu le plus intense. Ce modèle rappelle le siège de Leningrad, où, malgré l'encerclement et les bombardements, la ville tenait grâce à des routes de ravitaillement improvisées.
Dans ce contexte, la moindre sous-estimation de l'ennemi ou du terrain pouvait coûter des milliers de vies et bouleverser tout l'équilibre stratégique. Une seule erreur, un relâchement, et la résistance héroïque pouvait basculer en carnage et en défaite retentissante. L'histoire militaire regorge de ces exemples. La chute de Singapour en 1942, pourtant jugée imprenable à cause d'une faille logistique et d'une attaque inattendue. Mais alors que tout indiquait que Pokrovsk allait devenir le théâtre d'un siège sanglant, un détail a fait basculer la donne. Les Russes n'ont pas attaqué de front. Ils ont surpris tout le monde par une approche inattendue, annonçant un bouleversement radical dans l'art de la guerre défensive. Cette rupture rappelle l'opération Overlord en Normandie, où la surprise et la désinformation étaient les armes principales. C'est ici que la doctrine russe révèle tout son potentiel, en s'appuyant sur la technologie et la coordination interarmes. Ce changement va prendre de court les défenseurs et redéfinir le rapport de force sur le terrain. Le choix de ne pas s'user contre les murs les plus solides, mais de chercher la faille, rappelle les stratégies de rupture utilisées par les généraux allemands en France en 1940. Et si, demain, briser une défense ne dépendait plus de la force brute, mais d'une domination invisible du spectre électromagnétique? Longtemps cantonnée à la théorie, cette idée a pris cher lors de l'opération de Pokrovsk, à l'automne de l'année 2025. Sur le front du Donbass, la Russie, lassée des assauts frontaux meurtriers, ose une stratégie radicalement nouvelle, frapper là où la technologie peut fissurer ce que le béton et la volonté tiennent encore debout. Déjà, lors de la guerre du Golfe en 1991, la domination électronique avait fait la différence. Mais jamais à une telle échelle. Le commandement russe cible un secteur précis au nord de Pokrovsk, là où la défense ukrainienne, surmenée et moins fortifiée, menace de rompre. Plutôt que de dilapider ses forces contre les bastions les plus solides, l'état-major concentre tout sur ce point faible. Artillerie de nouvelle génération, bombardiers tactiques et roquettes modernes déchaînent un ouragan de feux ciblés. Les bombes guidées et les ogives thermobariques transforment bunkers et tranchées en pièges incandescents. Chaque abri devient une souricière. Cette méthode rappelle les percées de Koursk, mais avec des moyens du XXIe siècle. Mais le vrai choc est ailleurs, dans l'invisible. Pour la première fois, la guerre électronique russe bouleverse la donne. Les dispositifs de brouillage saturent l'air, coupant d'un coup communication, GPS et liaison des drones ukrainiens. Sur plusieurs kilomètres, tout s'éteint. Les opérateurs, privés de leur réseau et de leurs yeux mécaniques, se retrouvent isolés, aveugles, terriblement vulnérables. Ce type de paralysie rappelle les attaques informatiques qui, lors de la guerre en Géorgie en 2008, avaient déjà mis à mal les capacités de commandement adverses. Mais ici, l'effet est total, planifié et synchronisé avec l'artillerie. C'est alors qu'entre en scène la coordination totale. Artillerie, aviation, guerre électronique, groupe d'assaut mobile, chaque frappe, chaque mouvement, chaque percée est synchronisée. Les unités d'assaut, entraînées à la mobilité et à l'adaptation, s'engouffrent dans les brèches. Elles contournent la première ligne, coupent les retraites, sèment la confusion et achèvent la désorganisation. Ce type de manœuvre rappelle les percées allemandes dans les Ardennes en 1940 ou les raids des forces spéciales américaines en Afghanistan où la mobilité et la surprise prenaient le dessus sur la masse. L'effet psychologique est foudroyant. La première ligne ukrainienne, pilonnée et aveuglée, se disloque en quelques heures. Dans les tranchées, la panique s'installe. Les ordres n'arrivent plus. Les chefs perdent le contact et les groupes isolés se rendent ou fuient à l'aveuglette. La résistance s'effondre, non seulement physiquement mais mentalement. La débandade est contagieuse. En cascade, plusieurs positions tombent, sans même que la majorité des défenseurs ait tiré un seul coup. L'ennemi ne combat plus. Il subit, il cède, il disparaît de la carte avant d'avoir compris d'où venait la menace. Ce phénomène, observé lors de la débâcle française de 1940, s'explique par la perte de confiance collective et l'effondrement du commandement. Pourtant, rien n'était écrit d'avance. Si le brouillage avait échoué, si la coordination avait vacillé, l'attaque se serait transformée en piège mortel. Les assaillants, exposés et groupés, auraient pu être décimés, ruinant toute chance de percer. Mais cette fois, la maîtrise technologique et la synchronisation parfaite ont inversé la logique du front. Cette réussite rappelle la prise éclair de Mossoul par Daesh en 2014, où la rapidité, la surprise et la désorganisation de l'ennemi avaient en fait toute la différence. La percée de Pokrovsk n'est donc pas un simple gain de terrain. C'est la déconstruction méthodique d'une doctrine défensive entière. La brèche ouverte ne pose plus la question d'entrée, elle exige désormais de savoir
Comment transformer cette faille en écroulement total du front? Les prochaines heures deviennent cruciales, car l'histoire militaire montre que toute percée, si elle n'est pas exploitée rapidement, peut être colmatée et retournée à l'avantage du défenseur. Ainsi, à Koursk, les Soviétiques avaient su contenir l'élan allemand en refermant la poche à temps. Mais ce succès n'était qu'un début. La brèche conquise va-t-elle s'élargir, ou bien l'ennemi trouvera-t-il la force de réagir? La suite de l'opération tient désormais à la capacité russe d'exploiter cette ouverture avant que l'équilibre ne bascule à nouveau. Dans de nombreux conflits, une percée non exploitée a mené à des contre-offensives dévastatrices, comme lors de la bataille de la Marne en 1914. Quand l'autorité se désagrège, tout s'effondre en cascade. Dès la brèche ouverte, les groupes de choc russes surgissent, mêlant infanterie, blindés et génie en une vague compacte. Ils avancent sans relâche à travers les failles creusées par l'artillerie et les frappes aériennes. Leur mission: élargir la percée avant que l'ennemi n'ait le temps de s'adapter, d'organiser une défense secondaire ou de contre-attaquer. Cette tactique rappelle la doctrine soviétique des années 1940, où la profondeur de la percée déterminait la réussite stratégique. Au cœur de cette poussée, les sapeurs jouent un rôle crucial. Sous un feu constant, ils déminent les couloirs, franchissent des obstacles minés, posent des ponts mobiles et maintiennent la voie ouverte. Grâce à cette manœuvre incessante, l'élan n'est jamais rompu. Aucune pause, aucune hésitation. Cette coordination entre génie et troupes d'assaut est essentielle, comme l'illustre l'opération Market Garden, où l'absence de soutien du génie avait coûté cher aux Alliés. Côté ukrainien, la réplique est immédiate mais désordonnée. Les réserves sont jetées dans une contre-attaque précipitée. La guerre électronique russe brouille les communications, coupe les liaisons drones, isole les unités. Sans coordination, certains tombent dans des feux croisés, d'autres s'égarent sur des positions déjà perdues. Les pertes s'alourdissent, la confusion s'installe, les ordres n'atteignent plus les avant-postes. Cette désorganisation rappelle la bataille de la Somme, où l'absence de commandement centralisé a mené à des pertes catastrophiques. Chaque minute pèse. Les blindés russes dévalent les lignes, s'infiltrent par les routes secondaires, coupent ravitaillement et voies de repli. L'effet domino ne tarde pas. Plusieurs milliers de soldats ukrainiens se retrouvent encerclés, piégés dans des poches où l'espoir s'effrite. Cette situation est comparable à la bataille de Stalingrad, lorsque la 6e armée allemande s'est retrouvée piégée par l'encerclement soviétique. Ce n'est plus la tactique qui vacille, c'est la stratégie qui s'effondre. Les postes de commandement sont saturés, l'information ne circule plus, la chaîne de décision se brise. L'isolement devient démoralisation. Chaque position comprend qu'il n'y aura ni fuite ni secours. L'effet psychologique est dévastateur, rappelant la chute de Dien Bien Phu où la perte d'espoir a précipité la reddition. La vitesse est la clé de cette réussite. Un seul ralentissement aurait laissé aux Ukrainiens le temps de se replier, de colmater la brèche ou même de rétablir une ligne de défense. Le moindre faux pas, une hésitation, et l'encerclement avorté, offrant à la défense une ultime chance. Pendant la bataille des Ardennes, l'incapacité allemande à exploiter la surprise avait offert le temps aux Alliés de se ressaisir. En quelques heures, ce n'est plus une percée locale. Le front entier s'écroule. Cette démonstration de force technologique et de coordination marque un tournant. Reste à savoir quelles leçons, funestes ou inspirantes, seront tirées de cette rupture pour les conflits futurs. L'histoire montre que chaque innovation majeure sur le champ de bataille, de la poudre à canon à la guerre de l'information, impose une adaptation rapide, sous peine de subir des défaites irrémédiables. Derrière cette victoire, une question demeure. La technologie peut-elle remplacer le courage et l'improvisation humaine sur le champ de bataille? Les prochaines heures en donneront un premier aperçu. Déjà, on observe que la supériorité technologique, sans volonté ni formation adéquate, ne garantit rien. Mais combinée à la préparation humaine, elle devient irrésistible. Quelle vérité le syndrome de Pokrovsk met-il à nu sur l'art de la guerre moderne? Au-delà de la chute d'une forteresse jugée inviolable, c'est tout un pan de certitude stratégique qui s'effondre. L'emprise nouvelle de la technologie, du renseignement et de la psychologie redéfinit désormais l'issue des batailles. On retrouve ici la dynamique vue lors de la guerre des 6 jours, où l'information et la mobilité avaient pris le dessus sur la masse des fortifications ennemies. L'effondrement ukrainien à Pokrovsk n'a pas été seulement matériel, il a surtout été moral. La guerre technologique a accéléré la panique et la désorganisation, propageant la peur plus vite que les pertes physiques. La rupture du commandement, la confusion et la perte de confiance collective ont pesé aussi lourd que les bombes.
Cette guerre psychologique, déjà théorisée par Sun Tzu, prend ici une dimension nouvelle grâce aux technologies du XXIe siècle. Ce choc s'explique par la mise en œuvre d'une doctrine centrée réseau, appliquée sans compromis. Chaque acteur, du satellite d'observation jusqu'au fantassin, s'est intégré dans un système cohérent et réactif. Les flux d'informations, la synchronisation instantanée et la communication continue ont permis à l'armée russe d'agir avec une rapidité inédite. Ce modèle, inspiré des doctrines américaines de Network-Centric Warfare, trouve ici une application concrète et implacable. L'intégration avancée de la guerre électronique a été décisive. Les drones ukrainiens neutralisés, les communications brouillées, les radars aveuglés, l'adversaire a été privé de ses yeux et de sa voix. Cette maîtrise de la dimension invisible a empêché toute contre-attaque ou manœuvre de réserve organisée du côté ukrainien. On peut établir un parallèle avec la destruction des communications égyptiennes lors de la guerre du Kippour, qui avait paralysé l'état-major adversaire. Mais la clé du succès résidait aussi dans une préparation méticuleuse et une flexibilité tactique extrême. Les assauts russes n'ont pas frappé au hasard, mais précisément là où le renseignement identifiait des failles. Les unités mobiles, entraînées à opérer de façon autonome, ont su exploiter chaque brèche, empêchant les défenseurs de se réorganiser. Cette capacité rappelle la doctrine israélienne des années 70, où la décentralisation de la décision permettait une réactivité extrême. Après Pokrovsk, l'initiative stratégique a changé de camp. La défense statique, même appuyée par des fortifications modernes et des réseaux de tranchées, s'est révélée impuissante. La mobilité, l'intelligence du terrain et la coordination totale ont surpassé la masse et la linéarité. Ce bouleversement force à repenser la préparation des armées modernes et à investir dans la polyvalence des troupes. Ignorer ces mutations, c'est courir à l'échec et gaspiller des ressources dans des stratégies obsolètes. L'expérience Pokrovsk impose une remise en cause profonde des dogmes hérités. Désormais, la supériorité passe par la technologie, l'agilité organisationnelle et la capacité à s'adapter à l'imprévu. Les généraux qui, hier encore, juraient en par la profondeur des lignes, doivent aujourd'hui miser sur la souplesse et la rapidité d'exécution. Ce bouleversement dépasse le champ de bataille. Il oblige à repenser la conduite de la guerre à l'ère numérique et face à la montée de l'intelligence artificielle. Déjà, les armées du monde entier investissent massivement dans la robotique, la cybersécurité, l'analyse prédictive et la formation à la guerre hybride. Les écoles militaires, en France, aux États-Unis ou en Chine, revoilà qu'entoure leur doctrine pour intégrer ces nouveaux paradigmes. Mais au cœur de ce bouleversement, une question s'impose. Comment anticiper la prochaine rupture stratégique ? Pour les états-majors du monde entier, le cas Pokrovsk est devenu un avertissement. La veille technologique, la formation continue et la capacité à intégrer les retours d'expérience deviennent les piliers de la survie stratégique. Ce qui s'est joué à Pokrovsk ne relève pas du simple épisode militaire. C'est peut-être l'annonce d'une ère nouvelle de la guerre. Cette interrogation n'est pas rhétorique. Elle s'adresse à tous ceux qui cherchent à déchiffrer les mutations du conflit moderne. Les décideurs, les chercheurs, les citoyens doivent comprendre que la sécurité nationale se joue désormais dans des domaines aussi divers que l'espace, le cyberespace et l'intelligence artificielle. L'opération de Pokrovsk, à l'automne de l'année 2025, a bouleversé les certitudes. La technologie n'a pas seulement renforcé les méthodes classiques, elle les a dynamitées. Jadis, on croyait que des fortifications solides et une défense acharnée suffisaient. Désormais, l'intégration du renseignement en temps réel, de la guerre électronique et des frappes coordonnées a mis à nu la fragilité de toute ligne défensive, même la plus réputée. La victoire ne s'est pas jouée à la force brute, mais à la vitesse, à l'intelligence tactique et à l'exploitation optimale de moyens technologiques. La doctrine russe, misant sur la symétrie, a prouvé qu'avec moins de pertes et une précision accrue, il était possible de déstabiliser l'adversaire jusque dans ses convictions les plus profondes. De tels enseignements doivent irriguer la pensée stratégique de tous les pays, sous peine de se voir dépassés par la prochaine rupture. Comprendre ce virage est indispensable. L'avenir des nations, leur sécurité, leur souveraineté dépendront de la capacité de leurs dirigeants à saisir la portée de Pokrovsk, la suprématie de l'intégration technologique au service d'une pensée opérationnelle renouvelée. Les doctrines d'hier, fondées sur la masse et la prévisibilité, s'effacent devant des stratégies agiles où l'esprit prend le pas sur la force. Alors la question cruciale demeure. Saurons-nous, collectivement, reconfigurer nos visions de la guerre à l'ère numérique ? Refuser ce changement, c'est risquer l'obsolescence stratégique et céder du terrain à ceux qui innovent déjà.
Relever ce défi, c'est investir dans l'intelligence humaine, la formation et la capacité à anticiper. C'est aussi accepter de douter, de remettre en cause les certitudes du passé et d'oser expérimenter de nouveaux modèles tactiques et organisationnels. Pour les armées, cela signifie renforcer l'interopérabilité des systèmes, investir dans la guerre cognitive, développer des unités capables de fonctionner en autonomie et sous brouillage, mais aussi cultiver l'esprit critique et l'initiative individuelle. Pour les sociétés, cela impose une réflexion sur la résilience, la cybersécurité, l'éducation à la complexité et la capacité à réagir face à l'imprévu. Rien n'est écrit. Les leçons de Pokrovsk s'adressent à tous. Politiques, stratèges, citoyens inquiets pour leur avenir. Réinventer la guerre, c'est aussi repenser la paix et la sécurité de demain. À l'heure où la frontière entre guerre et paix, entre civils et militaires, devient de plus en plus floue, il appartient à chacun de saisir les enjeux du monde qui s'ouvrent devant nous. En conclusion, l'histoire de Pokrovsk nous enseigne que la supériorité n'est jamais acquise, que la guerre est un laboratoire d'innovation constante, et que seule l'adaptation permet de survivre. À nous de tirer les leçons de ce choc, de dépasser la sidération, et d'inventer aujourd'hui la sécurité de demain. Car l'avenir appartient à ceux qui savent lire les signaux faibles et anticiper les ruptures. La prochaine Pokrovsk pourrait bien surgir là où personne ne l'attend.